L'élection présidentielle américaine, comment ça marche? Le 3 novembre 2020, les Américains éliront leur président, le 46e si Donald Trump n'est pas réélu. Rappelons-le, l'élection présidentielle américaine est une élection au suffrage indirect. Les Américains ne votent pas, comme en France, pour un candidat à la présidence, mais pour des grands électeurs. Et ce sont ces grands électeurs qui éliront, dans un second temps, le président. Traditionnellement, les citoyens américains votent le lendemain du premier lundi de novembre. En 2020, ce sera donc le mardi 3 novembre. Ce jour-là, appelé Election Day, les Américains votent pour le scrutin à la présidentielle, mais aussi pour des scrutins à l'échelle des États fédérés et des collectivités locales, pour les shérifs et les juges par exemple. L'élection présidentielle américaine se déroule donc en 3 étapes. Première étape, la désignation par les citoyens américains des grands électeurs qui composent le collège électoral. Deuxième étape, le vote des grands électeurs pour élire le président et le vice-président dans la capitale de chaque État fédéré. Troisième étape, l'investiture en janvier de l'année suivante. Première étape, la désignation des grands électeurs. Ce sont les partis politiques qui choisissent les candidats à la fonction de grands électeurs dans les mois qui précèdent le jour de l'élection. Le nombre de grands électeurs est déterminé par la représentation de chaque État au sein des 2 chambres du Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants. Pour chaque État fédéré, il y a autant de grands électeurs que d'élus au Congrès. Pour en connaître le nombre, il faut donc additionner le nombre de sénateurs et de représentants. Pour les sénateurs, c'est facile. Chaque État envoie 2 élus au Sénat. Pour les représentants, c'est différent. Plus l'État fédéré est peuplé, plus il envoie d'élus à la Chambre. C'est pourquoi la Californie et le Texas, par exemple, qui sont les États fédérés les plus peuplés, ont le plus de représentants à la Chambre. 53 pour la Californie et 36 pour le Texas. Pour connaître le nombre des grands électeurs de ces États, il suffit donc d'ajouter le nombre de leurs représentants à celui de leurs sénateurs. Pour la Californie, 53 représentants plus 2 sénateurs égale 55 grands électeurs. Pour le Texas, 36 représentants plus 2 sénateurs égale 38 grands électeurs. Pour les États les moins peuplés, c'est la même chose. L'Alaska et le Wyoming n'envoient chacun qu'un seul élu à la Chambre des représentants. Pour ces 2 États, le nombre des grands électeurs est donc de 1 représentant plus 2 sénateurs, 3 grands électeurs. Dans presque tous les États, le candidat en tête du scrutin remporte tous les grands électeurs. C'est la règle du winner takes it all. Seules exceptions, le Maine et le Nebraska, où les candidats se partagent les grands électeurs à proportion de leurs résultats à l'élection. Pour les candidats à l'élection présidentielle, l'enjeu du vote est d'obtenir la majorité des 538 grands électeurs, soit au moins 270. Le candidat qui atteint ce nombre remporte l'élection. Cependant, il doit attendre le vote des grands électeurs pour être effectivement élu président. La deuxième étape, c'est l'élection du président et du vice-président par les grands électeurs. Si le jour où les Américains désignent les grands électeurs a lieu en novembre, l'élection effective du président et du vice-président des États-Unis se déroule à la mi-décembre. À cette date, les grands électeurs se réunissent dans chaque État pour élire le président et le vice-président. Le résultat des votes est envoyé au Sénat des États-Unis, à Washington, D.C., la capitale, qui procède au décompte des voix. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix du collège électoral est élu président, c'est-à-dire au moins 50% des voix. Les grands électeurs ne sont pas tenus d'honorer leurs promesses de vote, mais il n'est jamais arrivé au cours de l'histoire que le revirement ou l'abstention de certains d'entre eux ait une influence sur le résultat final de l'élection. Avec ce système de grands électeurs, un candidat peut être élu président des États-Unis en remportant la majorité des votes du collège électoral sans pour autant
remporter le vote populaire à l'échelle nationale. Étape 3 maintenant, l'investiture du président des États-Unis. Le jour de l'inauguration est fixé en janvier de l'année suivant celle de l'élection et se déroule en principe le 20 janvier. Le candidat élu, comme son vice-président, prête serment sur la Bible devant le Capitole à Washington et prend ensuite ses fonctions. Bien qu'elle ne soit pas inscrite dans la Constitution, la prestation de serment sur la Bible est une tradition instituée par le premier président de l'histoire, George Washington. Au contraire, le premier amendement de la Constitution américaine garantit en effet la séparation de l'Église et de l'État.